Bonjour! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. En tout cas, la partie 1, parce que la partie 2, en fait, elle a tellement été reprise dans plein de livres que je trouve que ça sert pas à grand-chose de vous faire une synthèse dessus. Par contre, la partie 1, elle a été très peu reprise, elle est très technique. Je l'ai lue 2 fois. La première fois, je n'ai rien compris. Et la deuxième, j'ai googlé des mots à toutes les pages. Parce qu'il y a des mots comme classique, Anya, Douer. Et, euh, et voilà, c'était dur à comprendre. Donc je vais vous en faire un résumé, une synthèse. Je trouvais ça hyper intéressant. Tout commence quand Simone de Beauvoir a 39 ans et elle se dit j'ai envie d'écrire mes mémoires, mais elle ne sait pas par où commencer. Donc elle demande conseil à son mec qui est Sartre, qui lui dit mais qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes une femme? Commencez donc par là. Et parce que c'est Sartre, c'est une question philosophique, c'est une question qui va passionner Simone pendant 2 ans et elle va essayer de répondre à qu'est-ce qu'une femme? Alors comme Internet ça n'existe pas, eh ben elle va commencer par aller à la bibliothèque, elle va relire plein de classiques dans tous les sens, elle va remettre du sens sur l'histoire, un peu dans le style d'un Sapiens, et elle va écrire ce livre en 2 ans, ce qui est déjà impressionnant pour écrire un livre, c'est plutôt rapide, mais quand on sait que c'est une sorte d'encyclopédie, c'est vraiment monstrueux. D'autant plus si on comprend qu'en fait, pendant 2 ans, elle n'a pas fait que écrire son livre, non, non, elle a écrit pour d'autres choses, elle a aussi voyagé. Donc vraiment, cette dame est un cerveau taillé pour la philosophie et waouh, c'est impressionnant quoi. Trop forte. Bien lui a appris de voyager entre 1947 et 1949, parce que son livre sort en 49, parce qu'elle va rencontrer des gens comme par exemple Richard Wright, qui est un essayiste afro-américain, qui lui écrit du coup sur les problèmes de racisme et les dynamiques autour de ça, racial. Et Simone, elle connaissait pas du tout ça, donc ça va vraiment lui ouvrir les yeux et elle va tirer plein de parallèles avec la condition des femmes. Donc bravo à elle, bonne inspiration de voyager en écrivant son livre. Ce qui est important à comprendre, c'est que elle, c'est juste quelqu'un qui essaye de répondre à une question qu'elle a, elle essaie de comprendre des bouts de sa vie. Donc là, elle se pose la question, mais qu'est-ce que c'est une femme? Cette partie qui me compose, cet objet social-là. Elle va écrire Le deuxième sexe, mais c'est pas un livre féministe. Et en fait, c'est un livre qui deviendra féministe que 10 ou 15 ans plus tard, quand il va être redécouvert et repris. Mais quand elle le sort, elle a assez peu de soutien et elle se fait beaucoup attaquer publiquement. Et elle sait pas qu'elle est féministe. Et elle dit qu'elle est devenue féministe en voyant ce que ce livre faisait chez tant de femmes. Et d'ailleurs, elle a écrit un deuxième livre, un peu dans la même démarche, quand elle est commencé à devenir vieille, sur la vieillesse, qui pareil, c'est une encyclopédie sur qu'est-ce que c'est la vieillesse, gros sujet tabou dans notre société, qui a l'air super. Donc voilà. C'est juste une dame qui essaie de comprendre ce qui est en train de lui arriver et qui elle est. Et elle remet toute l'histoire en sens un peu comme Sapiens. En maxi-synthèse, c'est la maxi-synthèse. Qu'est-ce que ce livre il dit? Il dit que Simone de Beauvoir, elle défend le droit à chacun et à chacune de choisir ses destinées. Donc elle s'attaque aux injonctions et aux normes qui contraignent les individus. Elle aimerait que chacun soit libre de choisir ce qu'il veut faire de sa vie. Euh, En somme, ce qu'elle demande, c'est l'égalité d'accès à l'expérience humaine. Et pour elle, l'expérience humaine, c'est avoir la capacité de choisir sa transcendance. Donc, de choisir quel sens donner à sa vie. Et ça, qu'on soit homme, femme ou autre, parce que tout son premier chapitre, c'est sur la biologie et sur le fait qu'il y a plein de personnes intersexes qui existent. Euh, mais on va rentrer plus dans les détails bientôt. Elle a écrit un livre 30 ans plus tard, c'est son 4e livre de mémoire, je crois, qui s'appelle Tout compte fait, et dans laquelle elle a un tout petit passage où elle revient sur ce livre-là, sur le deuxième sexe, et elle dit, au fait, je l'avais sous-entendu, mais je ne l'avais pas précisé en clair, donc là, ça me semble important de le préciser en clair 30 ans plus tard. En fait, mon livre, Le deuxième sexe, euh, il parle de comment les femmes devraient être libérées des injonctions, mais c'est aussi le cas des hommes. Voilà. Vraiment une dame qui se bat pour le droit humain à la base. C'est un livre qui est taillé en 3 parties. Il y a une première partie où elle examine les théories existantes. Dedans, il y a ce que dit la biologie en 1949, il y a la psychanalyse et il y a le matérialisme historique. Ça, c'est 100 pages. On va le faire en 4 slides. On va passer ça très vite. Et je vais peut-être faire une vidéo sur la biologie parce que c'est quand même assez passionnant, qui durait genre 20 minutes, un truc assez court. Deuxième partie, c'est l'histoire et le mécanisme du patriarcat. Là, elle reprend toute l'histoire à partir du moment où on a des traces de ce qui s'est passé. Et elle va remettre en sens tout ça et expliquer comment le patriarcat arrive, qu'est-ce qu'il y avait avant le patriarcat, quels sont les mécanismes qui font que ça marche,
Est-ce qu'il y a des moments où on a failli en sortir? La réponse est oui. Pourquoi ça n'a pas marché? Voilà. Et donc on part de moins 15 000 ou moins 20 000 et on arrive jusqu'à aujourd'hui, 1949, quand elle écrit le livre. Puis la troisième partie sur les mythes. Mais qu'est-ce que c'est donc un mythe? Mais comment on en change? Pourquoi c'est important de parler de ça quand on parle de la femme? Avant tout, on est obligé de faire une petite parenthèse, parce que Simone de Beauvoir, c'est une philosophe existentialiste, et l'existentialisme, ça va clairement teinter son livre et son approche, notamment pour les périodes où on n'a pas trop d'infos historiques. Typiquement, toute l'histoire avant moins 10 000, avant l'écriture même, elle va l'expliquer par l'existentialisme. Alors, mais qu'est-ce que c'est quoi? L'existentialisme, c'est une philosophie qui dit que vivre, c'est pas assez. Il suffit pas de vivre, il s'agit d'exister. Donc dans la nature, il n'y a pas de valeur. Dans la nature, tout ce qui est fait, c'est pour survivre. Quand un lion tue une gazelle, ou une gazelle tue un brin d'herbe pour manger, c'est pas bien ou mal, c'est juste comme ça. Les humains, ils vont commencer à créer des valeurs, et bientôt ces valeurs, ils vont les mettre au-dessus de la vie même. Ils vont être prêts à mourir pour défendre des valeurs. Typiquement, là, les Indiens en bas à gauche, on va être prêt à mourir pour agrandir l'honneur de sa tribu. Voilà. Ou alors les pyramides. Les pyramides dans la société égyptienne, il y a quelques esclaves, mais globalement, c'est des travailleurs hyper qualifiés, hyper bien payés, qui ont droit à des soins médicaux aussi bons que ceux des notables égyptiens. Et pourtant, c'est des gens, les ouvriers qui dédient leur vie à la construction de pyramides, c'est des gens qui meurent tôt. Ce qui est hyper surprenant dans une culture où la vie, elle est sacrée. Et en fait, c'est tout plein de gens qui sont prêts à faire passer leur valeur de la vie éternelle pour une personne avant leur propre vie. Voilà. Ça, on ne rencontrerait pas dans la nature. Et donc, c'est une caractéristique humaine. Les humains, ils veulent exister, ils ne veulent pas juste vivre. Et pour exister, il y a deux concepts intéressants. Il y a la transcendance et son inverse, l'immanence. La transcendance, c'est quand on cherche à échapper à sa destinée spécifique, quand on cherche à aller plus loin, à faire plus de choses que ce qu'on sait faire aujourd'hui, à se dépasser en somme. Typiquement, quand les êtres humains ils prennent un bâton pour aller chercher les fruits en haut d'un arbre, ben, ils dépassent ce que leur biologie leur permettait de faire. Waouh, c'est incroyable, transcendance. Quand ils font un pont qui leur donne accès à l'autre côté de la prairie et à l'autre côté du monde, sans passer par la rivière et les crocodiles et comment c'est dangereux, waouh, transcendance. Quand on fait des gratte-ciels, des bâtiments tellement grands que ça touche et ça dépasse les nuages, ou quand on invente la pile atomique. Tout ça, c'est des exemples de transcendance. Et la transcendance, c'est un sentiment merveilleux quand on le vit, c'est vraiment quelque chose qui nous remplit. Et on n'a même pas besoin de participer à la réalisation pour ressentir la transcendance. Il suffit qu'un être humain fasse quelque chose qu'on trouve formidable, qu'on trouve transcendant, et ça va nous remplir de joie. On peut regarder les sportifs qui battent des records sur, par exemple, le 100 mètres. Ah, un humain peut courir en moins de 10 secondes, incroyable. Et là, je vous ai mis une petite image de gens qui sont venus voir le lancement de SpaceX. C'est pas des gens... Là, il n'y a aucune de ces personnes qui n'a participé à créer cette fusée. Mais c'est un spectacle de fou, quoi. Waouh! On a une fusée qui peut atterrir. On veut voir ça. Donc ça, qu'on soit homme ou femme, on s'en fiche. En fait, tous les humains aiment la transcendance et poursuivent ça. Ça peut être une poursuite individuelle ou collective. Ça, on va y revenir. Et juste un petit mot là-dessus. Dans la poursuite de la transcendance, il y a un avantage aux hommes, tout simplement parce que les femmes, de temps en temps, tombent enceintes. Et pendant longtemps, en plus, elles ne le contrôlent pas. Parce qu'il n'y a pas de contraception, on ne comprend pas trop comment ça marche. Et la maternité, par définition, c'est de l'immanence. C'est quelque chose qu'on fait, et qu'on refait, c'est juste la vie qui se répète. Et pendant le temps de la maternité, les femmes, elles ont moins d'énergie, de temps et de capacité à se déplacer pour aller poursuivre leur transcendance, inventer des solutions, créer des techniques, voilà. Donc les hommes ont un avantage par rapport aux femmes dans la poursuite de la transcendance, et c'est juste comme ça, c'est à cause de cette malédiction biologique. C'est ce que nous dit Simone. Voilà, maintenant que vous avez ce concept, on peut passer à la première partie. La première partie sur la biologie, c'est vraiment hyper intéressant, hyper détaillé, hyper en détail sur tout. Mais il n'y a que deux choses à retenir, vraiment. La première, c'est que comparer des espèces entre elles, ça revient un peu à comparer LeBron James et une pièce de théâtre. Dans les deux cas, c'est un spectacle vivant. C'est vivant. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Vraiment, ça n'a rien à voir. Et vraiment, dans la nature, c'est
coulis de surprise, sur chocolat de surprise et de mystère, sur surprise encore. Genre, il y a des exceptions dans tous les sens, et donc vraiment, comparer deux espèces, ça ne fait aucun sens. La deuxième chose à retenir, c'est que le corps de la femelle humaine, il est moins puissant et plus instable que le corps du mâle humain. Et ça, c'est un héritage de notre classe, de notre famille d'appartenance, les mammifères. Chez les mammifères, le fait de naître femelle chez les mammifères, ça fait que l'espèce nous force à mettre nos points de compétence, nos points de spécialisation dans notre capacité à avoir un enfant, à le faire grandir en nous, à lui donner vie, à le nourrir avec du lait. Et tout ça, ça a beaucoup d'impact sur l'organisme des femmes. Et quand on a un mâle, eh ben, la nature nous force à investir des points dans notre capacité à nous déplacer, notre capacité à avoir de la préhension pour attraper la femelle et rester accroché à elle. Et voilà, c'est juste comme ça. Les attributs que la nature donne au mâle, c'est aussi des attributs qui servent à explorer le monde. Et ça explique aussi un peu l'avantage des hommes dans leur recherche de la transcendance par rapport aux femmes, qui elles, par exemple, pour être capables d'avoir des enfants, dégradent le calcium, ont des pénuries de fer, ont un système nerveux un peu plus instable, tout ça, tout ça. Elles ont à peu près 2/3 de la force des hommes en moyenne, ce genre de choses. Bon, petit warning, elle parle avec ce que la science dit en 1949, quand le livre sort, donc c'était il y a 70 ans, il y a des ajustements. Mais vraiment, j'ai été hyper surpris de découvrir la quantité de différences qu'il y a entre les hommes et les femmes. Genre, je pensais pas que c'était autant. Et biologiquement, il y en a vraiment plein. Et ça, en fait, c'est ok, c'est juste comme ça. C'est cruel, c'est la nature, mais c'est comme ça. Et pendant des milliers d'années, d'ailleurs, on va le vivre comme ça. Genre, ah bon ben voilà, c'est vécu. Par contre, c'est pas ok quand cet écart-là, qui est un écart naturel et préexistant, il est utilisé pour créer d'autres écarts, des écarts mystiques, des écarts économiques, des écarts politiques. Et c'est ce que la société humaine va commencer à faire à partir de moins 10 000 à peu près. D'abord en favorisant les femmes, et puis en favorisant les hommes ensuite. Après, il y a la psychanalyse qui essaye d'expliquer mais qu'est-ce qu'une femme. Et en fait, en gros, ce qu'elle dit, c'est la psychanalyse à son époque, c'est un truc de clown par rapport aux femmes. Sigmund Freud, il n'a pas du tout pensé la femme, il a juste pris ce qu'il pensait pour l'homme et fait l'inverse pour la femme. Et du coup, il explique absolument toute la femme, il la résume à c'est une pulsion sexuelle parce qu'elle a le seum de pas avoir un zizi. Genre, s'il y a une petite fille qui monte à un arbre, c'est pas qu'elle veut imiter le chat, c'est pas parce qu'elle veut voir loin, c'est pas parce qu'elle veut se dépasser, non, c'est parce que elle a pas de zizi et donc elle a le seum et donc elle veut monter à l'arbre pour prouver qu'elle aussi, elle est forte. Donc clairement, Simone de Beauvoir elle dit une femme, c'est plus que des pulsions sexuelles. On passe à la suite. Elle va quand même piocher quelques notions dans la psychanalyse, hein, mais elle dit ça suffit pas en tout cas à expliquer ce qu'est une femme. Le matérialisme historique, c'est Hegel, c'est Marx, c'est tout ça. Et eux, ils disent en gros, ils réduisent la femme à un agent économique. Et en fait, la femme, c'est plus qu'un rôle dans l'économie, c'est plus qu'un agent économique. Donc pareil, Simone de Beauvoir va dire, c'est intéressant, je vais prendre ce qui est intéressant, mais en tout cas, ça ne suffit pas à expliquer ce qu'est une femme. Donc, elle va avancer et elle va trouver des explications ailleurs. Voilà, là c'était la partie 1 sur ce qui était préexistant. Ça fait 100 pages dans le livre. De rien, de l'avoir résumé si rapidement. Je vais faire un truc un peu bizarre qui est beaucoup moins clair dans le livre parce que le livre distille ça un peu partout, mais je vais vous donner 4 principes et après il y aura des exemples et je vais les illustrer. Donc là c'est un petit peu théorique juste sur ce moment-là, mais ça explique un petit peu ce qui se passe. En gros on a un écart biologique qui au bout d'un moment va commencer à être utilisé pour justifier des écarts économiques, politiques, des injustices, ce genre de choses. Mais pendant très longtemps, en fait, pendant des centaines de milliers d'années, c'était juste un écart qui existait et tous les humains étaient égaux dans la société. D'ailleurs, nos dieux étaient neutres, ni féminins ni masculins. 2, il y a les mythes. Les mythes, ça sert à quoi? C'est des histoires qu'on se raconte et on les utilise pour se raconter le monde, pour essayer de comprendre et mettre du sens sur ce qui se passe autour de nous. Donc moins on comprend, plus on a des mythes qui viennent expliquer ça. Et ça nous sert aussi à arriver à supporter l'injustice, parce que les êtres humains supportent très mal l'injustice, et donc ils ont besoin de mettre du sens sur une injustice pour être capables de l'accepter. Que ce soit eux qui la subissent ou eux qui la font subir. On n'arrive pas à faire subir une injustice à quelqu'un qui nous ressemble trop. Après, quand il y a un ordre qui est établi, si on veut le changer, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, il va falloir qu'on coordine en même temps le changement des lois et le changement des mœurs. Les mœurs, c'est un petit peu les gros yeux, quoi. C'est les lois
tacite, non écrite. Si on respecte pas les mœurs, les gens nous font les gros yeux, genre... Voilà. Si on change les lois, mais pas les mœurs, eh ben, les lois nous donnent d'une main, les mœurs peuvent reprendre de l'autre, et inversement. Il y a un excellent exemple qu'on va aborder plus tard sur la décadence romaine qui montre ça. Donc il faudrait changer les deux en même temps, ça c'est un prérequis pour pouvoir changer l'ordre établi. Mais ça suffit pas, il faut aussi changer nos mythes. Nos mythes, c'est un peu la fondation, c'est les histoires qu'on se raconte, et c'est la fondation de nos lois et de nos mœurs. C'est comment on se représente le monde. Donc changer les lois et les mœurs, c'est hyper important, mais en dessous, il y a encore une autre couche, c'est changer les mythes. Et après, il y a une autre façon de changer l'ordre établi. Il faut que les gens qui sont opprimés s'organisent et soient solidaires. Ce qui a l'air évident dit comme ça, et en fait, ce qui l'est pas du tout. Notamment parce que les femmes, quand elles ont été opprimées, c'est pas une classe au quotidien, les femmes. Il y a plutôt des classes genre les bourgeoises, les pauvres, les aristos. Et dans le quotidien vécu, être femme, c'est pas assez une classe. Donc, par exemple, les ouvrières vont mettre des dizaines d'années avant de s'organiser en syndicat, et donc se faire bisu pendant des dizaines d'années. Voilà. Mais en tout cas, c'est systématique. À partir du moment où les opprimés s'organisent et sont solidaires, on arrive mieux à changer l'ordre établi. Comment on fait aussi pour enrayer l'oppression? Eh ben, ce que je vous disais, l'être humain n'arrive pas trop à oppresser quelqu'un qui nous ressemble. Donc, il faut chercher à vivre le quotidien le plus similaire possible à notre oppresseur. S'il travaille, être aussi un agent économique, avoir un rôle économique en dehors de la maison, travailler comme lui, c'est une excellente façon d'enrayer l'oppression. Et sinon, il y a aussi le fait qu'on peut chercher une transcendance collective, comme c'est le cas à Sparte, comme c'est le cas lors de l'Allemagne nazie, comme c'est le cas en URSS. Et ça, c'est toutes des sociétés où, comme le but est collectif, il y a beaucoup moins de raisons d'opprimer les femmes. Au contraire, c'est des facteurs du succès. Et donc, c'est des sociétés dans lesquelles les femmes ont un rôle beaucoup plus égalitaire que, par exemple, aux États-Unis en 1950. Voilà. Là, je dis les femmes parce que c'est la catégorie opprimée dans la plupart du livre. En fait, ça marche pour n'importe quelle catégorie opprimée. Voilà. Ça, c'était un peu chiant, mais ça aide à comprendre les grandes lignes. Maintenant, des exemples. Notre situation initiale. On était des chasseurs-cueilleurs, c'est sympa, peuple nomade, on vit par petites tribus, il n'y a pas de contraception, d'ailleurs on ne comprend pas trop comment ça marche pour faire des enfants, ni les hommes ni les femmes comprennent. Il y a des théories, genre c'est les larves ancestrales qui s'insèrent par la bouche ou par le vagin des femmes quand elles sont à côté de certains cailloux. Mais on ne sait pas trop et on ne comprend pas le rôle des hommes, des mâles, dans le fait de faire des enfants. Les enfants, a priori, c'est pas du tout vu comme une richesse, c'est plutôt vu comme quelque chose d'encombrant. En même temps, normal, quand on bouge tout le temps, porter un truc en plus, c'est pas simple. C'est aussi un moment où, a priori, les femmes avaient un corps beaucoup plus puissant et proche de celui des hommes. Les tâches sont partagées, les dieux sont neutres. Voilà. Il y a plein... Elle nous parle de génocide d'enfants, d'infanticide, pour montrer à quel point, en fait, l'enfance est vue comme une charge et des fois, on s'en débarrasse, quoi. Et ça va être notre vie pendant des centaines de milliers d'années. Donc, société assez égalitaire, où tout le monde a un rôle et c'est un collectif. La tribu est un collectif, tout est en commun. Voilà, transcendance collective, on essaie de survivre ensemble, il n'y a pas de propriété plus que ça. Arrive l'agriculture et donc aussi le matriarcat. En fait, l'agriculture, c'est le moment où l'être humain va faire un rapprochement entre la fécondité du sol et de la femme, qui sont les deux choses qui vont apporter de la richesse et de la prospérité à une communauté. Le sol, parce qu'on plante des graines dans ces sillons, et peut-être qu'il y a des choses qui poussent et qui va être de la nourriture. Waouh. Les femmes, parce qu'il y a des enfants qui poussent dans leur ventre, et plus on a d'enfants, plus on a de main-d'œuvre, et plus on arrive à prendre soin de notre terre, et plus elle prend soin de nous, et il y a un cercle vertueux. Mais c'est aussi un moment où la femme, elle devient l'autre. En fait, on se rend compte qu'il y a les humains d'un côté, il y a la nature de l'autre qu'on ne comprend pas et qui est dangereuse, mais en même temps qu'on vénère, parce que c'est l'endroit qui nous donne à manger, mais c'est aussi l'endroit qui nous tue, il y a des prédateurs, ça fait... voilà. Donc il y a la nature qu'on ne comprend pas, qui est très mystérieuse, très forte, qu'on respecte et qu'on craint, et de l'autre côté, il y a les humains. Et au bout d'un moment, on va se rendre compte que la femme, elle est un peu au milieu de ça, parce que des fois, elle tombe enceinte et on ne comprend pas ce qui se passe, des fois, elle nous ressemble vachement, voilà. Et ça, cette haute catégorie, on va l'appeler l'autre. Et plus les humains vont se sentir puissants et en contrôle de la nature et vont pas la respecter, parce qu'ils se sentent puissants par rapport à elle, ils la subissent pas, plus les femmes vont être assimilées à la catégorie humain,
la catégorie autre dans laquelle sont rangées les femmes se rapproche des humains. Et plus la nature est mystérieuse, on la craint, on se sent vulnérable par rapport à elle à ce moment-là de l'histoire, plus la catégorie autre va être assimilée à la nature. Donc la femme devient l'autre, cette catégorie qui est entre les humains et la nature, et qu'on comprend pas trop. Euh, Sauf qu'en fait, là, c'est plutôt quelque chose de positif pour elle, parce que le fait qu'elle soit très mystérieuse, qu'elle partage les forces et les mystères de la nature, que grâce à elle, il y a de la fécondité, euh, ça fait qu'elles ont un super rôle économique. On est dans des sociétés où les femmes sont capables de faire n'importe quelle tâche que les hommes sont capables de faire, parce qu'on n'a pas des outils, des tâches qui demandent beaucoup plus de force physique que ce qu'une femme a. Euh, et puis, comme c'est elles qui ont ces mystères-là et apportent la fécondité, il y a plein d'usages et de croyances qui vont se développer autour de ça. Genre dans les îles Nicobar, par exemple, les femmes stériles, il faut surtout pas qu'elles récoltent dans les champs parce qu'elles risquent de rendre les champs stériles, alors que les femmes qui sont enceintes, on les envoie au champ parce que ça va assurer une meilleure fertilité, ce genre de trucs. Ce sont des sociétés du coup matrilinéaires, c'est le nom de la femme qui va prévaloir dans la lignée. Politiquement, c'est les femmes qui décident plutôt, le commerce est plutôt entre leurs mains. Voilà. C'est plutôt égalitaire quand même. Pourquoi? Parce que les hommes sont aussi capables de faire toutes les tâches que les femmes sont capables de faire, à l'exception d'avoir des enfants. Et donc, c'est plutôt ensemblable. Et donc, comme je vous disais, l'être humain n'arrive pas trop à gérer l'injustice. Comme l'homme arrive à faire un peu la même chose que nous et qu'il est un peu comme nous, société plutôt égalitaire. On arrive ensuite à l'âge de bronze. Qu'est-ce que c'est que le bronze? Le bronze, c'est un alliage de cuivre et d'étain, je crois. Et en fait, l'âge de bronze, ça va tout changer. Déjà parce que ça ouvre de nouveaux métiers, mineurs, forgerons et soldats pour protéger ces gens-là. Donc des métiers spécialisés et des métiers qui demandent de la force, dans lesquels du coup les hommes ont un avantage sur les femmes et les femmes n'arrivent pas forcément à suivre. Donc elles ont une sorte de perte de rôle économique. En plus, ça crée... Il n'y a pas des mines partout, alors qu'avant, toutes nos ressources étaient partout. Du coup, c'est vrai que les femmes, quand elles sont enceintes, elles ne peuvent pas forcément voyager. Et donc, il commence à y avoir des hommes qui ont un rôle économique que les femmes n'arrivent pas à suivre. On a aussi, parce que le temps est passé, hein, là, je crois qu'on est en moins 3000. Alors du coup, moins 10 000 pour l'agriculture, moins 3000 autour de ça pour l'âge de bronze. Ça fait donc 7000 ans qu'on a de l'agriculture et qu'on observe comment ça marche et qu'on voit que si on met un mâle dans l'enclos des femelles, à un moment, ils font des trucs et ça donne des bébés. Donc, on comprend mieux comment ça marche, par exemple, la fécondité, la fécondation. Donc la nature perd de son mystère. Et ça, à chaque fois que la nature perd de son mystère, parce qu'il y a eu de l'observation, quand l'homme comprend mieux la nature et arrive mieux à la maîtriser, il se sent plus puissant. Il y a aussi une augmentation de l'estime de soi, nous dit Simone de Beauvoir, dans la symbolique. Quand on est agriculteur, on plante des trucs, on serre les fesses et on espère qu'il y aura des graines. Et il y aura des plantes et on pourra manger. Et s'il y a des giboulées de Mars, eh ben pas de chance, on est quand même en train de subir la nature, on est à sa merci. Donc on prie, il y a plein de rites, tout ça. Alors que quand on est forgeron, on prend deux métaux, on les fond, on fait de la métallurgie, on les allie, on tape dessus, et à la fin, 100% du temps, on a créé quelque chose. Et on a créé un matériau encore plus solide que tout ce qu'on connaît, puisque le cuivre, c'est ça, hein, c'est le matériau le plus solide qu'on connaisse à l'époque. Et donc on devient créateur. On n'est plus dans une posture de on est en train de subir, mais on crée, on a un impact. Donc ça fait que la nature perd du pouvoir, les hommes gagnent de l'estime d'eux, ils se sentent plus puissants, donc la catégorie de l'autre, les hommes méprisent la nature. Et comme la femme et la nature étaient associées, ils commencent un peu à douter de la femme. Mais c'est pas simple parce que toutes nos divinités à ce moment-là, ce sont des femmes. Ishtar, Gaïa, tout ça. Partout en Méditerranée, les divinités, c'est des femmes. Vous vous rappelez de ces petites statuettes là avec les hanches très larges? Voilà. Ça, c'est la déesse mère et on en retrouve partout, partout. Il y a aussi un sentiment de souveraineté qui va naître, que les humains vont faire l'expérience, dont les humains vont faire l'expérience. La souveraineté, c'est quoi? C'est quand vous et moi, on n'est pas d'accord, la personne qui est souveraine, c'est la personne qui a toujours raison. Et ça, c'est possible, par exemple, parce qu'on a plus d'esclaves. Parce qu'en fait, le cuivre, comme c'est assez rare, on va l'utiliser que pour faire des armes, hein. Tous nos outils vont rester en silex pendant encore 2000 ans, parce qu'il y en a juste pas assez. Et avoir des outils en bronze qui durent plus longtemps, c'est pas forcément un avantage compétitif de ouf. Alors que si j'ai une épée en cuivre qui casse votre épée en étain, si j'ai une épée en bronze qui casse votre épée en cuivre ou en étain, en fait, je peux vous réduire en esclavage si je veux. Donc il y a plus d'esclaves. Et là, l'homme va découvrir ce que c'est la souveraineté. Et donc,
il méprise la nature, la femme est associée à ça, donc il commence à mépriser la femme. Il découvre le sentiment délicieux de souveraineté, de genre, si c'est moi le chef, je dis, les gens font. La femme perd son rôle économique. Et en plus, il y a l'apparition d'une certaine transcendance individuelle avec l'apparition de la propriété privée, qui n'existait pas jusqu'ici. Donc à partir de maintenant, c'est plus la tribu qui donne son nom à un endroit, à une lignée de gens, mais ça va être moi, Vincent. Genre si j'ai des enfants, euh, je peux faire en sorte qu'ils gardent mon nom, ils gardent mes richesses, et quelque part, ça augmente moi mon prestige, même quand je serai mort. Et donc, comment on fait pour être sûr que mes enfants sont mes enfants? Eh bien, je fais en sorte de priver ma femme de liberté, et pour l'empêcher de coucher avec d'autres gens. Donc le sort de la femme, là, commence à puer. Ça va être le début du patriarcat. Et ah oui, la transcendance individuelle collective, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est la femme américaine. Dans la société américaine en 1950, la transcendance, elle est individuelle. En fait, la femme, elle est reléguée à un objet, à quelqu'un qui soutient juste la transcendance de son mari. Alors que dans les pays avec une transcendance collective, comme par exemple en URSS, la femme a plus de droits, elle est plus libre, elle est plus vue comme une égale. Voilà, tout ça, ça amène doucement à des changements de dieux. Jusqu'ici, on avait des déesses qui régnaient seules, c'était les déesses de la fécondité. Et petit à petit, on va voir un peu partout dans le monde apparaître à côté d'elle un dieu, un amant ou un fils, qui est comme elle, qui a les mêmes pouvoirs. Dieu de la fécondité, tout pareil. Et petit à petit, avec le temps et les siècles qui passent, et ben, à un moment, ce dieu, ce fils ou cet amant, va prendre le pouvoir sur la déesse et va régner seul. Là, par exemple, il y a Bel-Marduk qui tue Tiamat, qui est une déesse, et il la coupe en deux, et il fait du haut de son corps le ciel et de ses pieds la terre. Voilà. Ça, c'est vraiment la naissance du patriarcat. Les femmes sont reléguées, méprisées. Apparaît donc Pandore, apparaît donc Ève. Et pour la deuxième fois de l'histoire, l'écart biologique, il est plus simplement vécu, mais il est utilisé pour justifier d'autres écarts. Des écarts de prestige, des écarts de rôles moraux, des écarts économiques. Et si on était dans un système jusqu'ici matriarcal qui avantageait un peu les femmes, là on passe dans un système patriarcal qui désavantage des femmes. Et ça va s'écrire dans nos croyances, dans nos mythes, dans nos codes. Et ce que je vous ai mis là en bas à droite, et allez, par exemple par ordre chronologique, il y a le code lévitique en moins 1500 avant Jésus-Christ, qui est donc le troisième livre de la Torah, qui est le livre sacré des Juifs, qui associe des femmes aux bêtes de somme possédées par le patriarche. Alors que jusqu'ici, les femmes, c'était les déesses. Hein. Mais vous voyez le changement. Après, il y a les lois Manu, en moins 1000, qui définissent la femme comme un être vil qu'il convient de tenir en esclavage. Il y a les lois de Solon, en moins 600, qui confèrent aucun droit à aux femmes. Il y a le droit canon, donc 3e siècle, c'est le droit de l'Église chrétienne, qui la considère comme la porte du diable. Il y a le code romain en 530, qui la met sous tutelle et qui proclame son imbécilité. Voilà, une femme, c'est imbécile. Il y a le Coran en 600, qui est le texte sacré des musulmans, et qui la traite avec un mépris absolu, nous dit Simone de Beauvoir. Tout ça, là, c'est Simone de Beauvoir qui parle. Je vous transmets son propos. Et donc, on a un nouvel ordre injuste qui arrive, un ordre dans lequel une femme, pour exister, pour avoir un rôle dans la société, elle va devoir être la femme d'eux. Techniquement, dans quasiment toutes les sociétés, la femme célibataire a plus de droits civils que la femme mariée, sauf que les mœurs lui font vivre un truc tellement difficile que vraiment meilleur temps d'être mariée et d'être associée au prestige de son mari à qui on est associé, quoi. Et donc, nouvel ordre qui fait que les femmes n'existent que si elles sont dans l'immanence et que si elles sont au service d'eux, et les hommes existent que s'ils sont dans la transcendance et qui arrivent à accumuler du pouvoir, du prestige. Et en fait, ça, c'est vraiment un ordre nul, parce que ça coupe tous les humains d'une partie d'eux-mêmes. Parce que Simone de Beauvoir nous dit, en fait, tous les humains sont immanents et transcendants, il y a les deux parties en nous, et c'est normal et c'est bien. On est immanent par notre biologie, par notre corps, par définition, mais on est aussi transcendant parce qu'on est des êtres humains. Parce que vivre, ça suffit pas, on cherche à exister. Donc ce système, il va en gros être en place de moins 3000, allez, moins 2000, quoi, moins 3000, moins 2000, un truc comme ça, jusqu'à de nos jours, 1949 quand le livre sort, mais en fait 2024, aujourd'hui encore, on est dans une société patriarcale. Il y a eu des moments où ce système a failli craquer, et je vais vous prendre l'exemple de la décadence romaine, parce que c'est un super exemple pour comprendre les différentes phases qu'il y a partout.
Donc on est dans un truc, alors de tête, hein, je crois qu'on est vers plus 500. En gros, à Rome, on est passé comme partout comme partout par une société matriarcale, puis une société patriarcale, dans laquelle la femme est mise sous tutelle, elle n'a aucun droit. Quand elle est enfant, elle appartient à son père, et puis quand elle est mariée, elle appartient à son mari. Euh, sur le papier, elle a autant de droits que la grecque. Les Grecs sont des misogynes à fond. Alors, la femme, elle vit dans le gynécée, c'est la pièce la plus loin de la rue possible. Elle vit avec les servantes, elle mange pas à table avec les hommes, elle se mixe pas. Elle gère l'intérieur de la maison, mais elle doit être cachée. Donc sur le papier, une femme romaine, c'est ça. Sauf qu'en fait, dans la vraie vie, il y a un deal. Les lois, elles disent ça, et les mœurs, ils disent, en fait, c'est hyper, hyper important que la femme soit associée au prestige de son mari. Et si jamais, pour une raison ou une autre, ils doivent divorcer, le mari, il doit lui rendre une partie de sa dot pour qu'elle elle ait la chance de se remarier avec quelqu'un et de se réassocier au prestige de quelqu'un d'autre. Et donc, dans les faits, en fait, la femme romaine, elle va gagner vachement plus de droits que les mœurs lui donnent, pas que la loi lui donne. Mais dans son quotidien vécu, en fait, elle va aller aux fêtes, elle va manger à table, elle va diriger les soucis et les travaux de son mari, elle va partager ça, elle va gérer la maison, elle va gérer l'éducation des enfants, elle va avoir un grand impact sur eux. Et même si elle hérite pas pareil exactement, en fait, tout est fait pour la protéger dans les mœurs. À un moment, comme c'est juste des mœurs et c'est pas la loi, il y a des petits malins qui commencent à abuser, qui commencent à se marier, prendre la dot de la fille, divorcer, mais sans lui rendre sa dot. Et en fait, pour protéger les femmes, l'État romain va sortir une loi qui impose au mari de rendre la dot. Et qui va d'ailleurs imposer une concurrence entre le mari et le père. Et pour régler les conflits, avant tout se régler dans des petits tribunaux familiaux un petit peu, l'État va prendre ce rôle-là, il va dire bon, désormais, c'est nous qui réglons les problèmes liés à ça. Et donc le fait qu'il y ait un mari et un père qui sont pas tout à fait au même niveau et un État qui fasse le juge, ça fait que les femmes romaines, elles gagnent vachement plus de contre-pouvoir, parce que quand le mari abuse, elles peuvent convoquer et utiliser la puissance du père, et inversement. Et à un moment, la femme romaine, elle va gagner tellement d'influence qu'elle va commencer à pouvoir accumuler beaucoup de fortune, elle va commencer à pouvoir être indépendante, elle va commencer à pouvoir faire plein de choses, sauf faire des contrats. Donc elle peut être super riche, mais elle peut pas contracter avec personne. Et du coup, ça fait qu'elle a toujours besoin d'un homme pour signer des contrats et faire du commerce ou avoir un impact politique. Et logiquement, la société romaine aurait dû évoluer à changer ses lois. Parce que les mœurs allaient vers ça. Sauf qu'en fait, ça aurait été un tremblement de terre dans le mythe que se racontent les Romains sur le monde. Et ils auraient dû changer de mythe et changer de représentation du monde. Et du coup, à la place de faire évoluer la loi pour qu'elle matche les mœurs et que les femmes soient capables de contracter et qu'elles aient un vrai rôle égalitaire dans la cité, les Romains sortent de leur chapeau l'idée que, hey, mais en fait, être une femme, c'est être imbécile. Parce que c'est un sexe imbécile. Et ça suffit à ce que les mœurs avaient donné aux femmes, les lois leur reprennent de l'autre main. Et donc, alors ouais, toutes les justifications des mythes, ça n'a pas besoin d'être intelligent, ça n'a pas besoin d'être vrai, il suffit que ça soit cohérent. Et vraiment, ça marche à chaque fois, c'est impressionnant. Genre, c'est facilement démontable, mais ça suffit. On sait expliquer le monde d'une certaine façon, on a admis que c'était vrai, et donc, et ben là, on arrive à gérer l'injustice que c'est, et on est d'accord pour la faire subir aux autres. Très bizarre comme mécanisme, mais a priori, c'est ça qui se passe. Du coup, là, deux choix pour les femmes. Soit elles acceptent de jouer par les règles et de toujours s'associer à un mari et partager son prestige. Et on peut avoir une belle vie comme ça. Hein. Comme Sabine, par exemple, je crois que c'était la femme de Trajan qui est tellement célèbre. Non, c'était la femme du roi Adrien, qui est tellement célèbre que durant de son vivant, il y a des statues qui la déessifient un peu partout dans l'Empire. Les gens la trouvent trop stylée. Donc il y a deux ou trois exemples comme ça de personnes qui s'en sortent très bien. Mais globalement, pour la masse des femmes, c'est assez nul, quoi. Ou alors, deuxième solution, les femmes pètent un câble et disent « Non mais attendez, ce système, il ne nous va pas, il est trop injuste. C'est non, je refuse. » Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle la décadence romaine, c'est ce que vous avez là sur la slide. Les femmes, elles refusent en bloc le système. Elles disent « Bon, en fait, nous, on va demander des divorces à tour de bras, on va assaillir les tribunaux, on va manifester dans la rue, on va faire des courses de chars,
on va boire comme les hommes, on va rivaliser avec les hommes sur leur décadence, on va parler avec des grammariens, on va parler avec des politiques, on va faire rentrer les divinités des pays de l'Est dans Rome, en procession. Voilà, c'est le bordel. Il y a même plein de femmes qui s'inscrivent sur les listes des prostituées pour avoir légalement le droit de coucher avec n'importe qui. Et ben là, on peut se dire, ok, en fait, les femmes ont refusé le système, donc le système va être obligé de changer. Et ben en fait, non, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, parce que toutes ces femmes-là, elles sont capables de vivre un peu la vie qu'elles veulent, mais elles sont très mal vues, et surtout, comme elles n'ont pas de pouvoir politique, ça transforme pas le droit, et donc ça transforme pas non plus la réalité vécue par les nouvelles femmes. Et ce qui manquait à ces femmes-là, c'est un peu d'organisation et de compréhension du système politique, d'éducation, parce qu'elles n'avaient pas accès à l'éducation, de savoir où mettre leurs efforts. Donc en 500, là, on a failli sortir du patriarcat à Rome, qui était un des empires les plus puissants du monde. Ça aurait été fou. Mais non, on se reprend plus de 1500 ans de patriarcat derrière, avec le Moyen-Âge, avec tout ça. Les femmes à la Renaissance, les aristos, ont bien mieux joué le coup parce qu'elles étaient un peu plus éduquées. Elles ont réussi, certaines, à avoir plus de pouvoir et d'influence. Mais globalement, pour la masse des femmes, on n'y est pas encore. Donc voilà. Après, on peut citer les suffragettes, on peut citer les femmes en Italie qui forment 3 bataillons de 3000 femmes pour défendre leur cité. Enfin, il y a des exemples de moments où le patriarcat a l'air de se craqueler, mais ça ne casse pas. Et pourquoi ça casse pas? Parce que il faut changer les mœurs et les lois en même temps, sinon ce que l'un nous donne, l'autre peut le reprendre. Et en plus de ça, en dessous de ça, il y a les mythes, et donc il faut changer le mythe. Et ça, c'est pas une mince affaire, vous allez voir. Mais alors, comment ça se fait qu'on soit si avancé aujourd'hui dans l'égalité homme-femme, qu'on ait quand même changé des choses? Eh bien, je vous le disais, pour sortir d'un système d'oppression, il faut ressembler à la personne qui nous oppresse. Et donc, travailler, c'est une excellente façon de ressembler à cette personne. De tout temps, les femmes des pays, des classes très pauvres, elles ont été vachement plus à égalité avec leur mari que les femmes des classes très riches. C'est juste que c'était une vie de misère, donc c'était pas ouf. Enfin, à égalité, ok, mais à égalité de misère. Mais en tout cas, travailler, ça a toujours fait cet effet-là de plus d'égalité. Et donc arrive la révolution industrielle qui demande plus de main-d'œuvre, et les hommes tout seuls, bah, ça suffit pas, il faut que les femmes viennent aider. Ça fait aussi que la richesse arrête d'être immobilière. Parce qu'avant, si on était duchesse d'Aquitaine, eh ben on était lié à notre richesse, et on était marié pour ça, et esclave de la famille et de son mari. Et en faisant en sorte que ce qui rapporte de l'argent, ça soit plus les terres, mais ça soit des machines, ça fait que notre richesse, en fait, elle devient mobilière, on peut la transformer en d'autres trucs, et avoir le même niveau d'argent que la duchesse d'Aquitaine, mais en machine, ça fait que cet argent, il peut redevenir liquide, on peut changer de pays, on peut aller autre part, toujours rester riche. Et donc la femme est moins se rattacher à la famille, c'est moins important d'être attaché à cette famille, parce que le patrimoine est moins attaché à ça. Petite parenthèse, je vous en ai pas trop parlé, je le fais très très vite parce que c'était important, mais je veux pas rentrer dans les détails de ça. J'essaie de rester simple et clair. À retenir, les femmes retournent au boulot avec l'industrialisation. Elles prouvent qu'elles sont capables avec les 2 guerres mondiales. Et donc, partout dans le monde, elles gagnent plein de droits. Elles sont vachement plus légales des hommes. C'est pas discutable, c'est pas niable. Donc, elles gagnent des droits partout. En plus de ça, un peu partout en Occident, arrive la contraception. Et donc, pour la première fois, les femmes sont plus aliénées à la maternité. Parce que jusqu'ici, la contraception, c'est plutôt le secret des prostituées et de certains médecins. Et donc la plupart des femmes ne décident pas quand elles tombent enceintes. Elles tombent enceintes à répétition. Et c'est un vrai problème pour avoir un rôle économique en dehors de la maison. C'est un vrai problème pour pouvoir choisir sa transcendance. Et là, pour la première fois, les femmes peuvent choisir leur maternité. Et on a même la loi sur l'IVG, qui était largement pratiquée un peu partout dans le monde, mais illégale et dangereux, fait dans des mauvaises conditions. Et en 1974, grâce à une autre Simone Veil, eh ben, il y a la loi sur l'IVG en France déjà. Donc là, on se dit, mais attendez, mais c'est super, les femmes travaillent, ont des droits partout, ont droit à la contraception, donc sont plus aliénées à l'espèce par leur biologie, et on a gagné. Elles vont avoir les mêmes droits que tout le monde, c'est super, regardez, on a une coupe et tout. Sauf que non, en fait, parce qu'il y a toujours des limites, et notamment le fait qu'on demande un choix impossible aux femmes, on leur demande, oui, alors elles ont accès à un rôle économique dans la vie, mais on leur enlève pas tout ce qu'elles doivent faire à côté. Et donc c'est un peu comme si elles avaient 2 travails, c'est pas équilibré. Alors en 1950, enfin 49 quand le livre sort,
Une femme, quand elle revient à la maison, ses tâches ménagères, c'est encore 3h30 de tâches ménagères par jour et 7 heures le dimanche. Enfin, c'est énorme. Aujourd'hui, c'est plusieurs heures par semaine en plus que les femmes font que les hommes dans les couples. Donc c'est encore une égalité qui est présente. En gros, on demande aux femmes de cumuler deux travails et ça, c'est vachement difficile. Vous avez vu comment cette personne a l'air d'aller mal. Ça n'a pas l'air d'être la forme. Et donc ça, c'est vraiment une limite pour qu'on arrive à l'égalité. Il y a un système où qui qu'on soit en tant qu'humain, on puisse choisir sa destinée tranquillement. Plus le fait qu'il y ait un plafond de verre, qu'on rémunère pas tout à fait les femmes pareil, qu'elles n'ont pas forcément accès au même poste. Et ça, c'est une question, c'est pas une question d'hommes qui oppriment les femmes, c'est aussi les femmes qui oppriment les autres femmes. On va le voir. Mais l'exemple, c'est dans n'importe quelle entreprise, un manager à niveau de performance égal, quand c'est une femme, elle va être moins bien vue comme moins compétente que si c'était un manager homme, par tous les employés, hommes comme femmes. Hein. Donc, collectivement, on a développé l'imaginaire qu'une femme est moins performante qu'un homme. Voilà, ça fait partie des limites. Et on arrive du coup à la partie 3. On sort des mécanismes de l'histoire et tout ça. Je suis passé vite sur tout, hein, mais c'est vraiment passionnant. C'est un peu technique, il faut avoir un dictionnaire pas loin où chercher. Franchement, à toutes les pages, j'ai cherché un mot. Mais c'est vraiment, ça remet l'histoire en sens. Je vous conseille vraiment cette lecture-là, si vous avez la foi. Faut s'accrocher quand même. Hein. Tout le monde n'a pas fait le NS. Hein, Simone? À pas expliquer les mots et remettre du contexte, là. On arrive au mythe, du coup. Mais c'est quoi un mythe? À quoi ça sert? Eh ben, ça sert à s'expliquer le monde et à mettre du sens. Donc on a des mythes genre... ne t'inquiète pas, si tu vis comme on te dit, à la fin de ta vie, tu vas vivre. Et tu vas vivre pour l'éternité, et ça va être bien, ça s'appellera le paradis. Regarde ce que nous, dans notre paradis, il y a. Mais il y a aussi des mythes genre... les femmes sont mauvaises par essence, parce que dans la nature, par exemple, les mantes religieuses femelles mangent les mâles après avoir fait l'amour. Et c'est les femelles, comme nos femelles à nous, donc les femelles humaines sont aussi mauvaises. Voilà, ça c'est des mythes pour expliquer des trucs. Ça nous permet de mettre du sens sur le monde, et ça nous permet aussi de justifier des injustices, des modèles qu'on met en place. Donc les mythes c'est hyper puissant, et il faut faire vachement gaffe avec quel mythe on vit. Par exemple, pour vous donner un exemple d'impact, dans les îles Chagos, c'est là dans le monde, ça, c'est les mythes qui sont véhiculés depuis des centaines d'années autour des règles, des premières règles. On dit à une fille qui a ses premières règles, dissimule ton sang menstruel. Ne le montre pas à ta mère, elle mourrait. Ne le montre pas à tes compagnes, car il peut y en avoir une mauvaise qui s'emparait de ton linge avec lequel tu t'es essuyé, et ton mariage sera stérile. Ne le montre pas à une méchante femme qui prendra le linge pour le mettre en haut de sa hutte, si bien que tu ne pourras pas avoir d'enfant. Enterre-le dans le sol. Dissimule le sang au regard de ton père, de ton frère et de tes sœurs. Si tu laisses le voir, c'est un péché. On peut s'imaginer qu'il y a un tabou autour des règles et qu'il y a vachement de honte et de culpabilité. Moi-même, dans mon entourage, j'ai observé plusieurs fois des filles chuchoter pour demander à quelqu'un une serviette hygiénique, par exemple. Comme si c'était honteux ou sale d'avoir ces règles alors que c'est juste normal. C'est la nature, c'est comme ça, quoi. Et cette honte-là, et cette incapacité à bien parler, ça entraîne plein de choses, notamment sur la santé des femmes. Donc les mythes ont un vrai impact, et quand c'est martelé sur des centaines d'années, ça a un impact un peu partout dans nos imaginaires. Les mythes, ça fige l'ordre social, et c'est un peu les fondations de comment on se représente le monde, et donc des lois et des mœurs qu'on va s'autoriser à vivre et à faire vivre. Alors, comment on change de mythe? Il faut arrêter de leur donner de la voix. Là, je vous ai mis plein de pimpins. Je pense que c'est Monterland, Claudel, Lawrence, Breton et Stendhal, qui sont un peu qui représentent les 5 grands mythes que Simone de Beauvoir a retrouvés dans les littératures françaises. Elle les détaille chacun, je ne vais pas vous le faire. Mais en gros, leur point commun, c'est de dire que ils exigent pour Monterland et Claudel, et ils espèrent, sans s'en juger digne pour eux, le fait que la femme va faire d'eux des hommes, va faire d'eux Ils peuvent pas être un homme s'il n'y a pas une femme à leur service quelque part, et s'il n'y a pas une femme qui les révèle, s'il n'y a pas une femme qui les écoute et qui les aide à se transcender. Lui, parce qu'il méprise les femmes pour se faire vivre. Lui, parce que quoi? Parce que la religion, il est chrétien à fond, et il dit genre, c'est comme ça, pour aller au paradis, il faut que
les hommes fassent des trucs dans le monde et que les femmes les soutiennent. On n'a pas les mêmes péchés originels et donc c'est pour ça que c'est pas le même chemin. Voilà. Lui, il dit que pour être un homme, ça passe par le pénis et donc faut qu'il y ait un vagin. Breton, il dit un truc du style... Qu'est-ce qu'il dit, Breton? Ouais, Breton, il dit que la vraie transcendance, c'est la paix, les hommes, ils sont bons qu'à faire la guerre, et donc c'est très méta. Il dit que la vraie transcendance, c'est l'immanence que représentent les femmes, donc il faut être proche des femmes, et c'est grâce aux femmes qu'on va être complet en tant qu'homme. Et Stendhal, le rouge et le noir, lui, il est là, mais alors c'est un coup dur, parce que pour le coup, c'est le seul qui respecte vraiment les femmes, nous dit Simone de Beauvoir, et il est romantique, machin. Et lui, il imagine qu'un être humain est complet que s'il y a un autre être humain qu'il aime, et il est dans une vision homme-femme, parce que son temps, quoi. Mais elle est assez positive sur lui, mais elle dit quand même, en fait, c'est terrible que pour ces hommes-là, le destin des femmes n'est raconté qu'à travers les hommes. Et ça, c'est un problème. Et donc, on arrive à changer comment on change les mythes. Une autre façon, c'est on arrête de leur donner de la voix, mais il faut aussi les remplacer par d'autres. Parce que si juste on dit on arrête de croire à ça, ok, mais comment on s'explique le monde? Pour faire le pont de ces deux parties, j'ai mis Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, trilogie la plus oscarisée pendant genre 20 ans. Je crois qu'il y a 19 ou 21 Oscars, je sais plus. Vraiment incroyable. Mais dans toute la trilogie, même en durée longue, c'est genre 9h30 de film, il n'y a qu'une scène où il y a deux femmes qui se parlent, et c'est deux figurantes dans le 2, là, durant le siège du gouffre de Rem. Il y a elle qui dit « Mais où est ma maman ?» Et là, tu dis « Chut !» en lui donnant une couverture. Et du coup, ça, c'est quand même hyper marquant de se dire « Waouh !» En fait, en dehors des hommes, les femmes, elles n'ont aucun rôle. Tolkien, c'était un monsieur catholique du XXe siècle. Et donc, en fait, là, on a des mythes qui racontent pas d'histoire de femmes en tant que femmes. Les femmes, c'est pas des humaines qui sont capables de se transcender et de choisir leur destin. Ce sont toujours des personnes de service d'eux. Grand problème. Parce que ça empêche les femmes de se projeter et de savoir que c'est possible. Ça empêche d'oser, d'avoir l'estime de soi, de s'affirmer. Et donc, comment on remplace des mythes par d'autres? Et ben, par exemple, il y a les collages qui permettent de mettre des femmes à l'honneur et de revisibiliser des femmes qui ont raconté l'histoire et qui ont fait l'histoire et qu'on a oublié. Et il y a par exemple des assos comme Femmes Ingénieures qui demandent à des femmes qui sont d'ingénieurs de parler à des femmes qui sont encore à l'école pour leur montrer que si elles veulent, c'est possible. Si elles choisissent que c'est ça leur vie, et ben ça peut être ça leur vie. Voilà. Voici comment on change de mythe, on arrête de leur donner de la voix, mais hommes comme femmes, hein. Les hommes, on arrête d'essayer que les femmes, de penser que c'est grâce aux femmes qu'on va être des hommes, et les femmes, on arrête pour avoir un homme d'essayer de correspondre à ça, parce que c'est ça qu'ils veulent et que comme ça on aura un homme. Non, on arrête, on peut aspirer à autre chose collectivement. Ce que dit Simone de Beauvoir, ça c'est ultra important, c'est de dire attention, 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 le plus grand obstacle qu'il y a pour une femme, c'est le fait qu'elle doit faire un choix impossible. Un choix impossible entre s'émanciper, devenir un agent économique, poursuivre sa carrière, poursuivre sa destinée, la destinée qu'elle se choisit. Et en fait, ça va être un choix super difficile parce qu'elle va pas être payée pareil, elle va pas être reconnue pareil. Ça lui assure pas d'avoir un mari et pouvoir faire des enfants, parce que plus une femme a un haut niveau dans la société, gagne beaucoup d'argent, a un haut niveau d'études, moins il y a d'hommes qui sont intéressés. Ça, il y a des études qui le prouvent. Donc en fait, elle va devoir sacrifier beaucoup, elle va devoir faire plus d'efforts pour même pas arriver aux mêmes positions. Alors c'est en train de changer, hein, mais pendant très longtemps, dans les positions de pouvoir, il n'y avait pas de femmes, quoi. C'était que les hommes qui décidaient, qui votaient les lois. Même quand c'est des lois qui étaient dans le sens des femmes, au fond, c'était des hommes qui votaient, quoi. Voilà. Ou alors, les femmes, elles peuvent décider de devenir au service d'eux. Mais dans ce cas-là, elles s'enferment et elles s'aliènent. Pour acquérir du prestige et du confort de vie, elles vont faire le choix de se mettre au service d'un homme. Et ça, c'est un grand problème, notamment parce que, en tant que parent, il y a plein de parents qui poussent pas au même niveau leur fille que leur fils à la poursuite d'études, et qui vont les aliéner, en fait. Petit à petit, si on se donne pas les capacités, on n'est pas poussé à être capable de prendre des postes, ben on va pas être assez compétent pour les prendre, du coup on va pas y avoir accès, du coup ça fait un cercle où puisque j'ai pas accès au poste parce que j'ai pas les compétences, et parce que j'ai pas été poussé, parce que j'avais toujours la porte d'aller me marier, je vais aller me marier et je vais même désirer me marier. Et donc en fait je vais m'enfermer moi-même, je vais m'enlever des options sur ce que je pourrais vivre. Moi, mes professeurs, mes parents, tout le monde. Et ça c'est triste.
Dans mes cercles de parole, moi, j'ai des exemples de ça. Hein. J'ai des exemples de monsieur qui viennent, qui sont jumeaux avec une fille dans leur famille, et à niveau d'études équivalent, à difficulté équivalente, eux, ils ont été poussés à faire de l'argent et à continuer à s'accrocher pour avoir un bon poste, alors que la fille, elle a été encouragée à arrêter, parce que de toute façon, l'important, c'est de se trouver un bon mari. Et avec la mère qui passe des messages, mais même sans s'en rendre compte, hein, de «Ah, voyez comme c'est agréable d'avoir un mari qui a les moyens». Mais quand il y a des enfants qui écoutent ça, le garçon il se dit «Waouh, il faut absolument que j'ai les moyens, donc bah, il va falloir que je m'accroche à l'école». Et la fille elle se dit «Ah bon, bah, au pire, il suffit que je trouve un bon mari». Et donc c'est ce que dit Simone de Beauvoir, ça c'est le plus grand piège, c'est le plus grand obstacle qui se dresse devant les femmes pour arriver à l'égalité, c'est s'empêcher d'avoir ce choix-là. Parce que c'est tentant d'avoir ce choix-là, des fois on a envie de le prendre, et il faut arriver à se mettre dans la situation où ce choix n'existe pas. Il faut se mettre au pied du mur. Parce que tant qu'il y aura ce choix, ce dilemme impossible, eh ben, ça va être très très dur de le dépasser. Véridique, c'est son propos. Je trouve ça trop marrant qu'elle dise ça, c'est trop fort, j'adore. Et on arrive doucement à la conclusion. La conclusion de son livre, elle dit mais attendez, pourquoi j'écrivais ce livre déjà? Ah oui, je voulais savoir qui j'étais, donc qu'est-ce qu'une femme? Et bien qu'est-ce qu'une femme? Encore en 1949 et en 2024, toujours, c'est l'autre. Elle n'est pas tout à fait humaine, il y a quand même du mystère qui l'entoure, notamment sur les règles, notamment sur la maternité, notamment sur tout ça. Sur la ménopause par exemple. Après, il y a est-ce que le patriarcat existe? Ouais, le patriarcat ça existe, c'est relativement récent, ça fait à peu près 3000 ans. Avant, il y avait un matriarcat qui était plus égalitaire. En fait, le patriarcat, c'est un modèle d'organisation de société et de mythe qu'on se raconte qu'on pourrait changer. Et après, c'est est-ce que ça serait souhaitable d'en sortir? Eh bien, écoutez, oui. Parce que en rédigeant le destin des femmes à l'immanence et le destin des hommes à la transcendance, on se coupe d'une réalité fondamentale. Nous sommes chacun constitués des deux. Donc l'immanence par biologie, la transcendance parce que nous sommes humains. Et donc, en fait, on empêche, en se racontant cette histoire-là, tous les humains d'être entiers et de faire vraiment l'expérience entière de ce qu'est un être humain. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation intéressante où les femmes, elles ont un rôle économique quasiment similaire à celui des hommes, elles ont un accès à l'éducation quasiment similaire, elles sont libérées de l'aliénation à la famille parce que le patrimoine est devenu mobilier. C'est pour ça aussi qu'on a plus de divorces, hein, c'est parce que les femmes peuvent avoir une vie en dehors de la famille. Et elles sont libérées de l'aliénation à l'espèce parce que la contraception, c'est accessible. Et du coup, il y a plus de femmes qui sont à même de poursuivre leur transcendance. Toutefois, il y a encore ce dilemme-là, cet obstacle majeur qui fait que faut lutter vachement en tant que femme pour choisir de poursuivre sa transcendance, sa destinée, parce que c'est quand même vachement plus d'efforts pour même pas être assuré du résultat, alors qu'on peut de toute façon changer de classe sociale, se transcender socialement juste en épousant la bonne personne. Et tant qu'il y aura ce choix-là, et ce privilège-là quelque part, mais qui est aussi un énorme obstacle et le plus gros, le plus grand danger, ça le danger, c'est de croire que c'est un privilège. Eh bien on n'arrivera pas à arriver à une société plus égalitaire, plus respectueuse de chacun. Et ça, c'est tous ensemble qu'on doit le changer. C'est pas que les hommes qui l'imposent aux femmes, c'est aussi les femmes elles-mêmes, c'est les parents aux enfants. On doit tous veiller à ça, à pas tomber pour ces mythes qui nous enferment, et à en proposer de nouveaux, et à avoir envie de se raconter de nouvelles histoires, de penser à un nouveau monde. Qu'est-ce qu'on a envie qu'il soit normal? Il y a cette vidéo qui est folle, là, c'est à gauche, on demande à des adultes en individuel allez-y, courez comme une petite fille. Et ils courent comme ça, genre et après, on demande à une petite fille de courir comme une petite fille, et en fait, elle court comme un être humain. Et après, on montre cette vidéo à tous les adultes qui ont grave de la culpabilité, et on leur demande est-ce que vous voulez recourir? Et elle court normalement. En fait, quand on dit cours comme une petite fille, on associe le fait d'être une petite fille à pas savoir courir. Ça, c'est la puissance d'un mythe. Et notre responsabilité, c'est de sortir de ça. Waouh, je vous ai mis un pain dans le micro. Ok, le féminisme, du coup, pour Simone de Beauvoir, c'est une demande d'égalité d'accès à l'expérience humaine. C'est-à-dire avoir la capacité de choisir sa transcendance, de choisir quel sens donner à sa vie. Et ça, pour Simone, c'est vrai. Qui qu'on soit, un homme, une femme, une personne intersexe. Parce que oui, dans sa partie de biologie, elle parle des personnes intersexes, et pas qu'un peu. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos différences biologiques, elles sont à prendre pour données, c'est comme ça, c'est préexistant, c'est cruel, qu'il y ait une différence, c'est cruel envers les femmes, qu'il y ait une différence que l'espèce impose, mais c'est comme ça. Par contre,
elles doivent surtout pas être utilisées pour s'aligner les uns les autres. On ne doit pas utiliser ces différences et cet écart biologique préexistant pour s'aligner, pour s'imposer des choses. Ou alors, si l'égalité c'est vraiment un pilier pour nous, mais peut-être que ces différences biologiques elles sont pas à prendre pour données, mais elles sont à compenser. Peut-être que c'est ça qu'on veut faire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ça fait vraiment des mois que j'avais envie de faire cette vidéo. J'espère que c'est clair, j'ai essayé de la rusher un peu pour qu'elle soit pas trop longue, j'ai essayé d'être clair. C'est un livre très technique mais hyper intéressant. Il y a des exemples dans tous les sens de trucs qui m'ont explosé le cerveau, que j'ai trouvé chouette. C'est hyper enrichissant. J'espère que j'ai réussi cet exercice de synthèse, que je suis pas à côté. Voilà. Ça fait vraiment à cœur en tout cas de partager ce message-là, qui est un message humaniste, et qui pourrait être le féminisme qu'on défend. Voilà, je trouve que c'est hyper fédérateur, que les idées de Simone de Beauvoir sont hyper fédératrices. Et comme je sais que c'est un livre qui est très peu lu parce que très technique, la plupart des gens disent, quand ils disent j'ai lu le deuxième siècle de Simone de Beauvoir, ils ont lu la deuxième partie mais pas la première. Ben, j'avais envie de la rendre un peu plus accessible. J'espère que j'ai réussi. Voilà. Je suis trop content d'avoir fait cette vidéo. Je vous fais des bisous. À plus. Voilà. Ciao.